m'accueillir. Je suis très heureuse de pouvoir faire cette intervention devant vous et d'avoir une démarche plus d'information, d'ouverture. Aujourd'hui, j'aimerais être dans le partage. Donc, je vais vous apporter une position qui n'est pas la mienne, en tout cas, de partager un quotidien juridique. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite échanger. La vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité et notre réalité. Alors personnellement, donc, je suis avocate depuis 2009. J'ai commencé à exercer à Poitiers, je suis toujours à Poitiers. Et j'ai été associée avec un monsieur qui s'appelle Didier Simonet qui, un jour, a eu un souci de santé, un gros souci de santé. Par je ne sais quelle connaissance, a rencontré un acupuncteur, non médecin, mais un acupuncteur, et il a découvert cette médecine. Il a été conquis personnellement, il a réussi à sortir de ce mauvais état de santé, et il a découvert qu'en France, on poursuivait ces personnes. Des personnes qui apportent des soins, des personnes qui peuvent sauver, en tout cas accompagner des personnes en souffrance. Et donc il a décidé de les défendre. Et ça, il a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, quand il a découvert que la Cour de cassation avait une toute autre vision de ces personnes dans la société. Et j'ai eu la chance d'être associée à ce monsieur, et quand il est parti en retraite, il m'a passé le flambeau. J'y connaissais rien du tout. J'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, et dans ma pratique, en tout cas professionnelle de droit public, qui est en gros tous les litiges qui concernent des particuliers contre l'administration, j'ai toujours eu tendance à vouloir défendre les gens contre l'État. Comme ça. Et donc, quand j'ai découvert que par mon associé, qu'on poursuivait des personnes qui apportaient des soins aux autres parce qu'ils n'avaient pas le bon diplôme, je me suis sentie concernée par la cause et je me suis sentie apte à reprendre le flambeau. Voilà, pour mon parcours personnel. Alors, sans vous faire un petit cours de droit, mais je suis obligée, pour avoir quelques repères de notions juridiques et pour que je ne vous perde pas dans cette première partie d'exposé. Quand je suis arrivée en première année de droit, on a découvert la Déclaration des droits de l'homme et qui nous dit tout ce qui n'est pas interdit est permis. Principe de liberté qui est délimité ensuite par des interdictions qu'on va transformer en obligation. Bon, moi ça me plaît, un principe de tout ce qui est pas interdit est permis. Donc, qu'est-ce qui est interdit? Et là, on apprend au fur et à mesure un certain nombre de textes. Et on se dit, si les textes, un peu comme en médecine, on a des textes, donc il suffit d'appliquer les textes et que le texte, et on n'a pas de problème. Sauf que, au-delà de la loi, j'ai découvert qu'il y avait des juridictions qui, elles, viennent interpréter, puisque dans ces textes, il y a toujours une place à l'interprétation, il n'y a rien de, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de totalement mathématique, sauf peut-être un peu en droit fiscal, et encore, la matière est aussi très riche en interprétation. Et c'est pour ça que dans notre état de droit, en fait, on a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. On a la Constitution, qui est le texte fondateur de nos institutions. On a ensuite, en dessous de cette Constitution, les lois, qui prévoient les grandes lignes de nos règles. Et pour appliquer ces lois, il y a des décrets. Et ensuite, on a des arrêtés, et ensuite, on a des notes de service pour l'État et les fonctionnaires pour qu'ils puissent comprendre comment appliquer le décret de la loi, de la Constitution. Et au-dessus de la Constitution, on a le droit international. Nous, ce qui nous impacte le plus, c'est le droit communautaire. Donc, on a une pyramide. Je vous rappelle ça parce que c'est très important pour ce que je vais vous dire après, une pyramide de normes avec des valeurs différentes. Bon, une fois qu'on sait ça, on se dit,
on se réfère, nous, quand on défend quelqu'un, on se réfère à la loi, on regarde comment il est détaillé dans les décrets pour pouvoir bien l'appliquer, et on regarde la jurisprudence. Bon. Ça a l'air simple, mais sauf que pendant 5 ans, on apprend que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans le cas présent, je vais venir à ce qui nous concerne, dans le cas présent, en France, aujourd'hui, il n'est pas interdit de pratiquer l'acupuncture, ni la médecine traditionnelle chinoise. Il n'y a aucun texte. Il n'y a pas de loi qui dit la médecine traditionnelle chinoise est interdite. Pratiquer une autre médecine que la médecine dite conventionnelle ou occidentale est interdite. Il n'y a pas de texte qui dit ça. Par contre, il y a un texte qui est un texte qui est posé dans le Code de la santé publique, qui, elle, définit la pratique de la médecine, en tout cas qui délimite un périmètre qui attribue un monopole à des personnes qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. C'est l'article 4161-1 du Code de la santé publique qui nous dit que exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées par acte personnel. Donc on a cette première définition qui nous dit que exerce illégalement la médecine toute personne en gros qui établit des diagnostics en vue de traiter des maladies, ou des personnes qui accomplissent des actes déterminés dans un arrêté qui sont qualifiés d'actes médicaux. C'est un arrêté de 1962 qui est actualisé régulièrement et dans lequel ne figure ni l'acupuncture ni la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est l'état actuel des textes. C'est assez simple. Ça paraît assez simple. Sauf que, vous comprenez bien que on a dans ce texte qui paraît simple, on a des termes comme diagnostic, comme traitement, et le terme de maladie. Quand on commence à appliquer ces textes, on s'est rendu compte que le texte ne définit pas le terme diagnostic, comment on l'entend. C'est quoi un traitement? Et c'est à partir de là, en fait, que va venir toutes les difficultés, puisque c'est la Cour de cassation qui va venir. La Cour de cassation, c'est, on va dire, la Cour suprême en France, qui va venir interpréter ces termes et pour appliquer ce texte et savoir quand est-ce qu'une personne exerce illégalement ou pas la médecine. La médecine entendue au sens occidental. C'est là, on va dire, le texte officialise, considère qu'il n'y a pas d'autre médecine. En tout cas, c'est cette médecine-là qui est protégée par ce texte. Et en 2010, surtout, la Cour de cassation est venue dire que l'acupuncture, pas la médecine traditionnelle chinoise, mais l'acupuncture est par nature, implique par nature, par la pose des aiguilles, implique un diagnostic. Dès lors qu'elle implique un diagnostic, elle est qualifiée d'acte médical et du coup, elle rentre dans le texte qui sanctionne l'exercice illégal de la médecine. C'est ça la logique de l'interprétation de la Cour de cassation. Comme je vous ai dit, dans la hiérarchie des normes, la jurisprudence ne fait pas partie de cette hiérarchie des normes. Elle ne fait qu'interpréter la règle. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une interprétation de la Cour de cassation qui a pris une position, c'est un juge, des juges qui ont interprété que l'acupuncture, si vous la pratiquez sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine, relève de l'exercice illégal de la médecine. La jurisprudence en elle-même, ce qu'on appelle jurisprudence, ne fait pas acte de règlement, donc elle ne se substitue pas à la loi et elle ne fait que interpréter ce que le législateur aurait pensé en prenant ce texte. Sauf que vous comprenez bien que, en fait, on a eu quand même beaucoup de débats judiciaires, et c'est ça que je vais vous partager maintenant. On a eu quand même des débats judiciaires pour dire, bon, alors, c'est quoi un diagnostic?
Alors là, pareil, hein, soit on a une vision très large, ou soit une vision très restrictive. En droit pénal, normalement, on doit avoir une interprétation stricte des textes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une définition qui ferait rentrer tout dans le diagnostic. Donc le juge a considéré que le diagnostic, lui, il se définissait, alors que je reprenne exactement, il se définissait comme le fait de consulter une personne, de l'examiner, et de déterminer l'organe malade à partir duquel les symptômes, à partir des symptômes qu'on peut décrire. Sauf que, en fait, là, on est bien sur une recherche de la maladie. On va rechercher un organe en disant, et avec une lecture de symptômes, avec une grille de lecture, en fait. Le problème avec cette définition, c'est qu'on est toujours dans, dès lors que vous examinez, alors moi je peux me faire un diagnostic, hein, je peux dire j'ai le nez qui coule, j'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu de fièvre, donc je commence à avoir des symptômes, et je peux dire, bon ben voilà, je considère que j'ai un rhume ou j'ai tel type de maladie, et je vais prendre un Doliprane. Je suis désolée, hein, mais à partir de là, j'ai eu une lecture de symptômes, je mets une qualification plus ou moins vraie, hein, plus ou moins, et puis je vais m'octroyer un traitement. Est-ce que j'exerce illégalement la médecine? Bah, si je vous le décris comme ça, vous allez me dire oui, sauf que bah, voilà, j'ai pas le diplôme pour m'auto-médicamenter en fait. Sauf que ça, c'est autorisé. Et c'est là où on arrive dans un flou juridique artistique et un délire absolument pathétique, hein, parce que, enfin, je vais me calmer sur les mots quand même, parce qu'on n'est pas en guerre. C'est qu'on arrive dans des absurdités où en fait, ce flou juridique conduit à des situations complètement injustes. Parce que d'un côté, on considère que l'acupuncture, le fait de poser des aiguilles, quand vous allez poser des aiguilles, vous allez interroger votre patient. Effectivement, il vaut mieux l'interroger pour savoir où est-ce que vous allez poser vos aiguilles. Et ce process intellectuel est qualifié de diagnostic. Sauf que dans le même temps, la Cour de cassation a dit que la médecine traditionnelle chinoise, elle, le fait qu'il y ait le terme médecine, ça ne lui pose pas de problème. Le fait qu'on pratique la médecine traditionnelle chinoise en dehors de l'acupuncture, elle considère qu'on ne rentre pas dans la définition de l'exercice illégal de la médecine. Donc on arrive en pratique, et ce à quoi voilà, je peux partager aujourd'hui, à avoir des personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise, et dès lors que sur leur site internet ou sur leurs flyers ou je sais quoi, on voit une aiguille où il y a le terme acupuncteur, pour ce terme-là, pour cette technique-là, qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, eh ben, on va la poursuivre. On va la poursuivre. Alors, qui on c'est qui on Je pense que voilà, vous les connaissez. Il y a plusieurs on. On va partir de la DGCCRF. Puisque ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise, je vais vous choquer, mais votre activité est une activité commerciale. Puisque vous n'êtes pas une profession réglementée. Les médecins ont une profession réglementée, les avocats font partie d'une profession réglementée, les notaires, tout ce que vous voulez, mais vous faites partie, en tout cas pour les praticiens de médecine traditionnelle chinoise, vous n'êtes pas imposable au titre des activités réglementées, mais vous êtes en activité commerciale. Et donc, qui est-ce qui intervient pour surveiller si vous respectez bien le droit de la consommation, les exigences liées à la transparence pour le consommateur? C'est la DGCCRF. Que fait la DGCCRF? Elle peut venir et elle vient voir si vous avez vos tarifs affichés, si votre salle d'attente correspond aux normes d'accueil du public, etc. Et que si elle voit des aiguilles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un article du Code de procédure pénale, l'article 40, qui oblige tout fonctionnaire, dès lors qu'il constate ou suspecte l'existence d'un délit, de le dénoncer au procureur de la République. Et c'est comme ça qu'il y a des lettres qui sont envoyées, et là il y a un texte qui le prévoit, de signalement de personnes qui pratiquent l'acupuncture.
Et quand le procureur reçoit ce type de plainte, de signalement, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les J-France, il regarde, et voilà, cour de cassation, acupuncture, il tape le mot-clé, crac, interprétation, et poursuite devant le tribunal. Pour les acupuncteurs, enfin notamment les acupuncteurs, sans vraiment en fait se poser la question et remettre en cause l'interprétation de la Cour de cassation. On a dans le on a aussi l'ARS hein, qui peut avoir aussi cette démarche. ARS qui va être saisi ou avoir un signalement d'un professionnel de santé par exemple. Où vous avez directement l'ordre des médecins, soit départemental, soit le syndicat des médecins acupuncteurs, le syndicat national des médecins acupuncteurs, qui a pu avoir des démarches d'analyse de sites internet. En fait, ils mettent acupuncteur sur le moteur de recherche, regardent ce qui sort. En médecine douce, médecine alternative, enfin, ils font des tas de mots-clés. Et à partir de là, ils interrogent les ordres au niveau départemental en disant est-ce que cette personne est titulaire ou pas? Est-ce qu'elle est inscrite à votre ordre? Et ensuite, en fonction de la réponse, ben, il y a des ordres qui saisissent le procureur, portent plainte et poursuivent, enfin demandent à ce que soient poursuivies ces personnes. Les personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise, surtout s'il y a une aiguille et qui alternent acupuncteur. Donc voilà aujourd'hui les poursuites, les origines des poursuites. Mon expérience, ce n'est que mon expérience et je ne suis pas la seule avocate à intervenir en France, on est 3-4 vraiment à défendre les praticiens sur toute la France. On a beaucoup partagé, on n'a aucune plainte qui vient d'un patient. Aucune plainte qui serait due à alors je vais vous dire le gros mot, mais normalement j'ai pas le droit, mais une erreur de diagnostic, hein, je le mets entre guillemets, ou qui parce qu'elle a été voir un praticien ou un acupuncteur aurait eu ensuite des difficultés de santé et voilà. Contrairement à le corps médical qui lui peut compter des erreurs, des fautes médicales avec des poursuites disciplinaires, avec des retards de diagnostic, des erreurs de diagnostic. Mais bon, ça c'est encore à part. Eux, ils dépendent de leur chambre disciplinaire. Mais en tout cas, dans les poursuites pénales, ce qu'on va poursuivre, c'est l'absence de diplôme. Et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas de plainte liée à un problème, à une plainte liée à des dommages corporels. Voilà. Donc voilà un petit peu moi ce que j'ai pu constater dans le type de poursuite. Et qu'est-ce qui se passe devant les juridictions, devant les tribunaux? C'est que je plaide en fait, hein, la stratégie c'est de plaider un petit peu le fait que ce texte il est trop imprécis. Que l'arrêté, ah oui je vous en ai pas parlé, mais l'arrêté de 62 ne vise pas l'acupuncture. Cet arrêté, dans ses actes vraiment très précis hein, pour le coup, qui est révisé à peu près tous les ans par le ministère de la Santé, alors qu'il y a des condamnations d'acupuncteurs, le ministre n'a toujours pas intégré le fait que l'acupuncture pourrait être un acte médical. Donc on est quand même avec des autorités publiques qui laissent des condamnations, mais qui en même temps ne prennent pas les textes. Donc soit si on est cohérent, on fait rentrer dans les actes médicaux avec l'arrêté en disant l'acupuncture, la médecine traditionnelle, enfin voilà, je ne suis pas pour, mais voilà, soit on est très clair sur les textes, et en fait on laisse les textes, on laisse ce flou juridique avec cette incertitude où on ne sait pas vraiment combien de temps la Cour de cassation va maintenir cette interprétation, parce qu'elle pourrait très bien avoir un revirement de jurisprudence dans 5-6 ans et dire bah non, tout compte fait, l'acupuncture, c'est pas un acte, c'est pas l'exercice légal de la médecine, c'est pas un acte médical. Cependant, aujourd'hui, on a une majorité de poursuites qui se finissent par des condamnations, et ce sont généralement des condamnations avec des peines d'amende. Alors, ça peut paraître pas grave, donc pour les personnes qui sont poursuivies, c'est quand même très compliqué d'être poursuivi parce que vous êtes considéré comme un délinquant, donc psychologiquement et émotionnellement, c'est très lourd. Et en même temps, vous avez une avocate comme moi qui va vous dire « Non, mais attendez, c'est une absurdité. » Voilà, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, on est aujourd'hui dans un flou juridique, une insécurité juridique.
où on oscille entre vouloir, puisque j'ai eu des échos, enfin je travaille comme avec des syndicats, certains voudraient quelque chose de plus clair et une réglementation qui viendrait dire reconnaissez-nous, mettez en place une réglementation, sauf que le danger quand on commence à voir l'État qui commence à réglementer, c'est que c'est l'État qui va vous dire votre école elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne, votre formation, la médecine traditionnelle chinoise, ça sera tel programme, ça sera... Voilà. Et si on reste en pleine liberté, c'est-à-dire comme aujourd'hui, on reste avec aussi une espèce d'épée Damoclès et une incertitude d'interprétation. Bon... voilà, après, c'est un débat que je laisse ouvert, je ne veux pas trop interpréter. Et pour aussi vous dire à quel point on est vraiment sur une question d'interprétation et que, comment dire, il y a quand même espoir pour faire évoluer la vision, l'approche des juges, c'est qu'on a quand même obtenu des relax. On a quand même obtenu à Bordeaux et à La Rochelle des décisions qui nous disent, qui expliquent que ce texte, en gros, par nature et la manière dont la médecine traditionnelle chinoise est exercée, ne peut pas permettre de sanctionner des personnes. Si je reprends Bordeaux, en fait, Bordeaux a pointé toutes les absurdités de l'interprétation de la Cour de cassation en disant soit, en gros, on condamne toute la médecine traditionnelle chinoise et en fait toute démarche de médecine, parce qu'elle implique un diagnostic, soit ce texte ne parle que de la médecine occidentale, cette médecine biologique, cette médecine, on parle que de celle-là, et ce texte ne vise à protéger que cette médecine. Et en dehors de cette médecine, on ne rentre pas dans ce texte-là. Et c'est ce qu'a proposé Bordeaux, en fait. Alors, je suis tombée, je vais en parler avec un de mes clients. Pour arriver à ce genre de décision, il faut tomber sur des juges qui ont une ouverture d'esprit, qui veulent bien discuter et qui aussi ont un certain courage de dire, moi, l'interprétation de la Cour de cassation, c'est son interprétation, et qui ont le courage de réfléchir par eux-mêmes quand on leur présente des arguments étayés, et qui, surtout, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont affaire à des personnes qui se forment, à des personnes qui ont des connaissances, qui suivent des formations qui peuvent même être financées pour certains par Pôle emploi, avec des professionnels qui vont être assurés pour l'exercice de leur pratique, des personnes qui vont payer l'URSSAF, qui vont s'installer, etc. Donc ça, il y a quelques juges qui commencent à le prendre en considération et qui vont plus analyser la démarche que appliquer simplement et automatiquement une jurisprudence qui aujourd'hui est particulièrement critiquable. L'utilisation de la pharmacopée, là on va peut-être recroiser l'interdiction de l'herboristerie, etc. On est pareil sur la même position de la pharmacopée, dès lors qu'il y a un diagnostic. En fait, il y a une analyse, on va proposer un traitement, et on rentre dans les textes, en fait. Donc après, alors, quand on défend des personnes, soit on utilise des biais, c'est des stratégies qui sont proposées. Ça dépend. Après, moi, je n'ai pas de jugement dans ce que je vais vous dire. Soit on dit, je suis sur des compléments alimentaires, je vais sur du bien-être et on met un paravent, et c'est un moyen de s'en sortir. C'est un moyen de se décoller du texte et d'avoir une stratégie de protection et de ne pas poser les vrais mots dessus. Parce que si on pose les vrais mots, on arrive facilement dans la définition et on risque plus facilement d'être condamné. Voilà. Donc si on parle de pharmacopée comme des moyens de traitement avec analyse, donc diagnostic, on tombe dans la définition de l'exercice illégal de la médecine. La sécurité sociale ne rembourse pas la médecine chinoise. Est-ce que ça a un rapport, est-ce que c'est lié à une loi? Pourquoi? Alors en fait, il n'est remboursé par la sécurité sociale que les actes médicaux avec une nomenclature en fait. Même sur certains actes, il y a certains actes qui ne sont pas remboursés. Mais elle n'est pas reconnue. En fait, la médecine traditionnelle chinoise n'est pas considérée, c'est pas une profession réglementée. Elle n'est,
comment dire, elle n'a pas... vous êtes libre de l'exercer, mais du coup, elle n'est pas non plus reconnue dans... Je ne sais pas comment vous dire ça, elle n'a pas une position officielle et on ne lui attribue pas des droits particuliers, des droits sociaux particuliers. Mais rien ne vous empêche de l'exercer, enfin, dans la limite de ce texte-là en fait. Qu'est-ce qu'il en est là pour la nouvelle loi sur les dérives sectaires qu'on nous a mis sur cette fameuse liste, etc., pour la médecine chinoise, et on nous a mis sur cette fameuse liste, j'avais vu, quand Patrick Chan avait fait rapport au courrier, là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aujourd'hui, non, ça ne change. Aujourd'hui, on est toujours sur ce texte-là. On n'est pas, vous n'êtes pas poursuivi parce que vous faites de la médecine traditionnelle chinoise. Hein. On n'est pas. Mais le fait qu'il nous ait mis dans cette liste de dérives sectaires... alors, ça, c'est une suspicion. Il faut après démontrer que vous avez, comment dire, faudrait une plainte, pas de fait de simplement pratiquer. En soi, la médecine traditionnelle chinoise n'est pas considérée comme une secte. Enfin, non, mais il n'y a pas d'interdiction. Le texte en soi, enfin, on est toujours sur ce texte que je vous cite du Code de santé publique. Hein. Il n'y a pas d'autre texte. Là, c'est des suspicions, mais c'est pas suffisant pour pouvoir dire que c'est interdit en France, que vous serez poursuivi. Enfin, non, c'est... Faut être clair sur ça. Vous êtes libre de pouvoir l'exercer. Après, c'est votre manière d'exercer, s'il y a des plaintes, s'il y a des personnes qui se plaignent, etc. Mais après, c'est pour toutes les pratiques, en fait, pour toute activité, c'est même pas de la médecine. Vous créez un mouvement, vous pouvez, en fonction de l'effet de ce mouvement, et bon, après, l'histoire d'emprise, c'est encore autre chose, c'est encore d'autres débats, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction de pratiquer. L'acupuncture, elle, exige que vous pratiquiez avec un diplôme de médecine. Enfin, la Cour de cassation l'interprète comme ça. Oui. Quels seraient les moyens d'action pour légaliser, en fait, reconnaître au niveau national les études de médecine? Excellente question. Plusieurs choses. Sur l'aspect du droit international en droit communautaire, parce qu'on a essayé de voir s'il y avait des actions où on pouvait aller chercher de l'aide au niveau communautaire pour faire sauter cette jurisprudence, parce que les États ont une approche différente de la médecine traditionnelle chinoise. Dans certains États, vous n'avez aucune difficulté, vous avez même des remboursements, et en France, on a une vision très protectionniste et conservatrice liée à la santé, très clairement. Hein, moi, je l'ai entendu au prétoire, donc je ne fais que répéter ce que certains confrères plaident. La science et la santé et la médecine, c'est la médecine telle qu'elle est conçue de manière occidentale, objective. Le reste, c'est considéré comme du charlatanisme. Dans position. Alors, c'était qu'une position d'un ordre. Moi, je ne fais que répéter, hein, c'est pas moi. Hein. Mais c'est assez choquant d'entendre ce genre de choses. Mais ce qui traduit en fait un état d'esprit. Je dis pas que tout le monde est comme ça et que tous les médecins et au contraire, il y a des médecins qui ont qui ont une autre vision. Mais je parle d'ordre. Je parle de représentants et qui défendent une institution et une vision. Voilà, ils défendent un périmètre, un monopole, et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas aller sur le niveau communautaire pour se dire, est-ce que au niveau des libertés, on ne peut pas aller chercher quelque chose au niveau notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que notre santé, ça nous appartient? C'est quand même une liberté individuelle quand même. On vient nous imposer un modèle, on vient nous imposer quelque chose. Là, ça n'a pas été d'un très grand secours parce que tout ce qui est les questions de santé, ça appartient de la souveraineté de l'État. Donc chaque État s'organise comme il l'entend sur ce qu'il autorise, ce qu'il n'autorise pas. Et c'est pas parce que la Belgique, c'est pas parce que l'Allemagne, c'est pas parce que la Suisse, c'est pas parce que autorise des choses que la France est tenue d'avoir ce même niveau d'ouverture et cette même vision. Donc c'est un peu problématique. Alors comment aller rechercher? À un moment donné, je vais vous dire, la réponse, elle n'est pas vraiment dans le droit. On est sur plutôt un positionnement sociétal, un positionnement de professionnel, et après, c'est une question de comment on se défend par rapport à ça, et on se revendique. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit on
on crie haut et fort qu'on fait de la médecine traditionnelle chinoise, on fait de l'acupuncture et qu'aujourd'hui il y a une problématique et on sort du bois, on y va, soit on fait du lobbying politique, on a des syndicats. Enfin là, pour le coup, ça sort du prétoire parce que juridiquement, on a peu de levier. Parce qu'à partir du moment où il faut instaurer des textes, bah, c'est que le législateur qui peut intervenir. Et le législateur, lui, il va être à l'écoute de ses électeurs, des personnes. Et après se pose la question de quel texte on veut ? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Quel type de liberté on veut préserver? Jusqu'où on veut réglementer? Ou est-ce qu'on reste sur le principe de tout ce qui n'est pas interdit est permis? Avec ses imperfections. Donc, je pense que là, ce débat-là, pour le coup, c'est les praticiens qui doivent s'approprier ce sujet et se positionner. Je sais qu'il y a une tentative, il y a quelques années, d'états généraux entre des médecins, des représentants de la médecine des ordres et des écoles qui devaient se tenir à Lyon. Elle s'est tenue à Lyon, je pense, ces états généraux. Il y avait une commission au niveau des députés de l'Assemblée nationale qui avait été constituée pour justement travailler sur quel est le curseur qu'on va mettre au niveau réglementaire. Est-ce que voilà, on protège, on clarifie, comment on clarifie en fait peut-être les choses, et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce qu'il y avait deux positions qui étaient radicalement opposées. Et c'est comme les ostéopathes, en fait, quand il y a eu une intervention de la législation sur l'ostéopathie qui l'a permise dans certaines conditions, il y a des personnes et des écoles, les centres de formation qui ont dû fermer. Il y a des personnes qui avaient passé des formations qui ne se sont pas vues reconnaître leur formation et qui n'ont pas pu exercer. Donc voilà, après, c'est aux personnes concernées, je pense, de poser le curseur. Et je pense que c'est un lieu qui s'y prête d'en débattre en tout cas. Du coup, comment font certains hôpitaux qui montent maintenant des équipes de médecine traditionnelle chinoise, qui ont des praticiens qui ne sont pas médecins en fait, et qui ont le droit d'exercer sous couvert qu'un médecin soit présent éventuellement dans l'hôpital ou pas. Enfin, voilà. Moi je suis de Moselle, donc merci. Vous parlez d'Alès, du CH d'Alès, non? Moi, je suis en Moselle, d'accord. En fait, normalement, c'est dans la logique des textes, la médecine traditionnelle chinoise, en tant que telle, elle peut être exercée, puisque la Cour de cassation ne l'a pas sanctionnée. Elle a dit, pour elle, ça n'implique pas, elle n'implique pas un diagnostic ou un traitement de maladie. Il n'y a que l'acupuncture qu'elle, aujourd'hui, qui est... Mais l'acupuncture pendant leur... Et donc... Selon l'interprétation de la Cour de cassation, même si vous êtes à côté en tant que médecin, vous êtes susceptible d'être condamné, non seulement pour la personne qui pratique l'exercice illégal de la médecine, et vous, complicité d'exercice. Le médecin en tant que complice, en fait. Si je suis la logique. Il y a une institution, il y a un hôpital. Mais vous pouvez même payer des impôts, payer l'URSSAF, vous pouvez être assuré. Moi, j'ai mes praticiens qui ont été condamnés, c'était des gens qui étaient connus, reconnus, enregistrés, ils avaient un code NAF, vous êtes officiellement en train d'exercer et on va vous dire que vous n'avez pas, selon la Cour de cassation, l'acupuncture implique nécessairement d'avoir ce diplôme. Selon la Cour, mais ça ne vous protège pas. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait les juges condamnent à des peines d'amende, parce qu'ils voient de l'absurdité en disant c'est officiel, il n'y a aucune institution étatique qui empêche l'installation en tant qu'acupuncteur, vous pouvez même exercer avec des médecins, ça ne pose aucun problème. Et en même temps, on a une interprétation de la Cour de cassation, si vous êtes poursuivi, qui vous condamne quand même. Donc on a... une déconnexion entre le réel, le quotidien, et une conception judiciaire de l'acupuncture aujourd'hui. Comment raisonner face à un système qui déraisonne complètement? Quelque chose que nous connaissons. Excellente remarque, je pose la question. Alors, je pense que pour les personnes, moi en tant que professionnel du droit, et quand on m'appelle, c'est quand il y a un problème, finalement, je vois des poursuites parce que c'est mon métier d'accompagner les personnes, mais sur le nombre de praticiens, il n'y a pas tant de poursuites que ça.
on est dans la gestion de flux de dossiers parce qu'on en a trop, on envoie en médiation tant qu'on peut, mais quand l'ordre des médecins ou l'ARS insiste lourdement quand ils ont repéré une personne, il y a une poursuite qui est engagée, mais sur le nombre de praticiens, c'est très peu. Et d'ailleurs, beaucoup de praticiens que je défends, ils disent « mais là, il y en a 10 autour du tribunal ». Je dis « bah oui, mais eux, ils ne seront jamais inquiétés ». Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été dénoncés et qu'ils montrent l'exemple, ils condamnent à une sanction, à une amende. Ça paraît totalement injuste. Mais aujourd'hui, en fait... comment dire, le positionnement pour dire comment on arrête quelque chose d'absurde, c'est une excellente question. La seule chose que je peux proposer, c'est de dire on les accompagne et puis on explique aux juges à chaque fois que c'est absurde et on leur fait une conférence d'1h30, 2 heures et on les lâche pas en plaidoirie jusqu'à temps qu'ils comprennent. Mais cette action, elle est que limitée par rapport à la poursuite. Peut-être qu'il y a besoin aussi de beaucoup d'échanges. L'idéal serait peut-être d'avoir des échanges avec des ordres et peut-être d'arriver à fédérer peut-être et de sortir de cette logique. Après, ça appartient aux humains, ça n'appartient pas qu'à une branche de professionnels, je pense. Est-ce que notre système ne défend pas plutôt les pouvoirs de l'argent que la santé des citoyens ? Excellente question. Une question morale. Oui. Nous, aujourd'hui, pour revenir sur le pouvoir de l'argent, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Dans notre logique juridique, quand on a affaire à des pouvoirs régaliens, la justice, où on va s'attaquer à les concepts d'ordre public comme la santé, qui est comme quelque chose d'important, où on cherche beaucoup à protéger les gens. La logique française est d'avoir mis en place de la réglementation, des professions réglementées sur lesquelles on peut avoir une maîtrise, on peut contrôler. Alors, il y a deux versants. Quand on contrôle, c'est une manière de maîtriser, et c'est aussi une manière de garantir aux personnes en disant on est à peu près sûr, on n'est jamais sûr, mais en tout cas, on est sûr d'un socle de connaissances, d'une pratique, et on peut aller vers cette personne parce que le titre correspond à quelque chose, comme un label en fait. On est beaucoup dans cette logique-là. Et je pense ce qui fait peur, c'est qu'il y a cet esprit de liberté et puis de diversité. Monsieur, je vais écorcher son nom, mon prédécesseur, mon conférencier avant, a montré toute la diversité, et je pense que cette absence de connaissance et de maîtrise fait peur, et que le législateur et les juges se réfèrent à ce qu'ils connaissent aux professions réglementées parce qu'on sait, parce qu'il y a des textes, parce qu'on peut maîtriser. Et je pense que c'est un réflexe, c'est mon interprétation, mais en tout cas c'est un réflexe de dire quand c'est pas réglementé, on ne sait pas. On ne sait pas qui pratique quoi, on ne sait pas quels sont les effets, c'est quelque chose qui est éloigné de notre culture parce qu'on ne s'y intéresse pas, et donc je pense que cette peur fait qu'on va avoir tendance à se rapprocher à des textes qui sont très protecteurs, voire très conservateurs. Et peut-être que ça peut protéger peut-être une partie de professionnels organisés en ordre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Mais il y a ce réflexe très réglementaire qu'on a dans beaucoup de branches. Voilà. Vous aviez parlé d'une décision de Bordeaux, La Rochelle. Combien il y a de décisions en France plutôt favorables et qui pourraient démarrer un début de jurisprudence ? Bordeaux, La Rochelle. C'est tout. Deux décisions françaises. Non, il n'y a pas que des décisions. Il y a moi je sais, j'ai un confrère, il a obtenu une ou deux relax. On a une relax à Poitiers. Mais c'est pas moi qui l'ai. J'étais vexée, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un confrère parisien avec qui je parlais, qui est venu à Poitiers. Bon, moi je suis allée à Paris, chacun ses trucs. Mais je peux pas vraiment donner de statistiques, mais on a très rarement des relax en fait. On a plus de condamnations avec des amendes, voire des amendes avec sursis, c'est-à-dire qu'on vous condamne à une peine d'amende, mais vous la payez pas. Donc c'est une manière de vous condamner sans vraiment vous condamner, parce que les juges, alors il faut se mettre aussi dans les juridictions pénales, c'est des juges qui vont, donc les personnes sont poursuivies, c'est un délit, et généralement dans les délits c'est les atteintes aux biens ou aux personnes. Donc les personnes que j'ai eu à défendre se retrouvaient assises à côté de personnes qui étaient là pour agression, vol. Une fois, il y en a un qui est passé juste après une histoire de violence conjugale. Enfin, vous voyez, c'est quand même... Donc, en fait,
il y a un mélange des genres, et alors que la personne qui est poursuivie, c'est un problème administratif en fait, parce que quand on va défendre des personnes, on arrive avec des attestations, notamment de patients qui disent mon praticien est génial, on arrive avec ses diplômes, on ne monte pas de blanche, et le juge dit souvent mais vous pouvez être le meilleur du monde, vous pouvez être le meilleur praticien, vous pouvez avoir fait des miracles, vous n'avez pas le diplôme. Voilà, et donc on est vraiment sur cette problématique de l'interprétation qui renvoie à ce diplôme et du coup à ce périmètre de protection tel qu'il est interprété aujourd'hui. Quand vous pensez à la fédération d'autonomie, quand même, qui est quand même critiquée, mais qui est en fédération, quand on sait que Catherine Docteau monte au créneau à chaque fois pour obtenir gain de cause, et elle y arrive quand même. Donc, d'où le questionnement du collectif, de la fédération, d'une fondation. Enfin, c'est intéressant peut-être d'y réfléchir. Oui, mais moi je pense qu'il faut continuer la réflexion, arriver à une position commune et qui soit qui emporte l'adhésion déjà des personnes concernées et ensuite qui peuvent être portées auprès des autorités publiques pour qu'elles comprennent la démarche. Parce que si on a plusieurs sons de cloche, vous ne pouvez pas obtenir un texte clair. Et je pense que ces jurisprudences et ces relax qu'on arrive à obtenir avec 2-3 autres confrères, les décisions, moi je les donne, quand on me les demande, je les donne, il n'y a aucun souci, je partage au maximum. Comment dire, ça permet d'aller dans le sens d'une meilleure connaissance. Et aussi, par rapport à ceux qui doivent voter des lois, ils ne sont pas au courant. Il y a des députés, moi j'essaie de les interpeller, ils ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas en fait la subtilité. Parce que pour eux, en fait, ils ne comprennent pas les problématiques d'interprétation de ce texte. Donc c'est vrai que le fait d'en débattre, que ça soit même clair déjà pour vous, si c'est clair pour vous, vous allez arriver à en débattre, avoir une position et à proposer quelque chose qui vous convienne et ensuite d'aller le porter. Là, pour le coup, c'est une démarche politique au sens noble du terme. Oui, dans les études de médecine, on n'enseigne rien d'autre que de la médecine chimique, des laboratoires, et aucune ouverture sur quoi que ce soit d'autre. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Comme ils n'ont pas le temps d'aller regarder à côté ce qui se passe, on est vraiment dans une impasse de ce côté-là. Après, je pense que c'est des échanges à avoir avec les personnes concernées. Mais oui, aujourd'hui, c'est une vision, c'est celle qui est adoptée et c'est ce qui est protégé par le texte. Merci beaucoup à mes frères. Merci à vous.